Alors, bonjour à tous. À nouveau, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce rendez-vous du podcast Connexion. Si c'est la première fois que vous suivez ce podcast, sachez que je suis José Herbert Ahododé, agronome socio-économiste de formation, titulaire donc d'un master spécialisé en économie et sociologie rurale. J'accompagne au quotidien les organisations professionnelles agricoles et les entrepreneurs à mieux performer dans leurs activités et à faciliter leur accès au financement agricole, l'accès au marché. Je fais un accompagnement sur toutes les chaînes de valeur des filières agricoles. Si vous avez un projet agricole, ce sera un plaisir de vous accompagner dans ce processus. Je suis également blogueur, auteur, et justement dans ce cadre, je vous invite à télécharger gratuitement votre exemplaire de l'e-book que j'ai rédigé avec l'appui de plusieurs entrepreneurs du Bénin et d'autres pays africains et au-delà, sous la préface de M. Ibrahima Théolam, qui est un entrepreneur consultant du Sénégal. Le lien est dans la barre de description. Il est offert et je serai ravi d'avoir votre feedback après lecture. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute de ce podcast qui est un échange, un partage d'expériences avec un jeune professionnel, avec un entrepreneur, une entrepreneur que vous allez découvrir. Et si vous avez aimé partager avec nous vos avis, et si vous souhaitez qu'on reçoive prochainement un autre invité, une autre invitée, c'est le moment de nous le dire dans l'espace commentaire. À bientôt. Chers amis, à nouveau, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce rendez-vous du podcast Connexion. C'est un rendez-vous d'échange, de partage d'expériences avec des entrepreneurs et des jeunes professionnels sur le continent africain et au-delà. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une thématique d'enjeu majeur pour le développement du secteur agricole, mais surtout pour les débouchés pour nos productions agricoles et agroalimentaires. Du coup, j'ai le plaisir et le grand honneur de recevoir un ingénieur agronome. Je pense que c'est pour la première fois que je reçois sur le podcast quelqu'un de ma formation professionnelle. Merlin Médicien-Bosso, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, cher Hébert. Je vais très bien, j'espère que tu vas aussi bien. Je suis en pleine forme et c'est un plaisir de te recevoir. Je pense que nous avons quelques instants, quelques minutes pour mieux apprendre de ce que tu fais. Et l'idée du podcast Connexion, c'est surtout cela, c'est le partage. Ce sont les connexions aussi pour que entre jeunes professionnels et entre entrepreneurs, on puisse apprendre des succès, mais aussi des échecs des uns et des autres. Tu me diras, est-ce que tu es prêt? Oui, d'abord le plaisir est partagé, Hébert, et je suis prêt. Alors, sans trop tarder, du coup, tu vas te présenter à nos éditeurs, à ceux qui vont nous suivre et à ceux qui nous suivent justement sur YouTube et sur les autres plateformes du podcast. Tu vas nous dire qui tu es, comment est-ce que tu te décrirais en fait, toi, tout simplement. Je suis Merlin, à l'état civil, je suis Merlin Médecin Bossou. Je suis ingénieur agronome. Je suis CEO de la startup Genopon. Je suis marié et père de 3 enfants. D'accord. Merci, Myrlin. Effectivement, on a une idée de ton profil et le but, c'est de décortiquer davantage et on va creuser un peu. J'aime bien le faire. C'est un peu l'instant favori du podcast. Pour que tu puisses nous en dire un peu plus sur toi. Tu as sûrement un parcours riche et pour nous dire brièvement
pourquoi tu as décidé, par exemple, de faire ce choix d'études, donc l'agronomie. Et avant ça, qu'est-ce que tu faisais? Ton parcours brièvement. Professionnel. OK. Il faut reconnaître que je n'étais pas prédisposé à être agronome. J'avais voulu au départ être parachutiste. C'était mon ambition jusqu'à l'âge de 8 ans. Et c'est à l'âge de 8 ans que ma maman, perd à son âme, m'a dit non, mon garçon, tu as un problème au pied, tu ne peux pas faire un corps armé. Donc, dès lors, mon ambition a toujours été d'être médecin. Jusqu'en classe de terminale, ce n'est que ça que j'avais en tête. J'ai eu un CEP. D'abord, il faut dire que mes parents sont enseignants. Mes deux parents sont enseignants, mon père et ma mère. Donc, d'affectation en affectation, nous sommes passés dans beaucoup de communes. D'où j'ai eu mon CEP à Kétou. Après, j'ai fait Batila, j'ai fait Djougou. C'est à Djougou que j'ai eu mon BPC. Je suis revenu à Boycon, au collège Monseigneur Stémès de Boycon. Et après 3 ans, j'ai eu mon bac. Je suis resté à l'internat là. Après mon baccalauréat, bon, disons déjà que c'était en terminale que ça a commencé. En terminale, mes parents sont venus rencontrer un professeur qui me suivait de près quand j'étais à Stémès. Et le professeur lui a dit que malheureusement, votre garçon ne peut pas être docteur comme vous le voulez. Parce que sa capacité de rétention a baissé. Et qu'il est beaucoup plus pratique que quelqu'un qui bûche les pots et consorts. Okay. Donc, mes parents étaient enseignants, lui ont demandé, bon, qu'est-ce que vous pensez qu'il peut devenir? Lui, il avait proposé 3 métiers. Le premier, c'était d'être ingénieur agronome. Le deuxième, que je voulais beaucoup plus, c'était être ingénieur hydraulicien. Okay. Et là, j'avais un ami, son papa était ingénieur hydraulicien. On est allé le voir et lui nous avait promis, parce que j'étais dans la même classe que son enfant, qui est aujourd'hui policier, et lui avait promis, après la réussite de notre bac, allait nous trouver une école au Burkina. On avait déjà fait tous ces renseignements, mes parents étaient prêts. Mais, coup de tonnerre, on est allé au bac, lui, il a échoué. Donc, on ne pouvait pas aller voir son papa et dire, bon, quelle est la promesse que tu nous avais faite? Oui, c'est pas évident. Nous, notre garçon là-bas. D'où j'avais maintenant une obligation de faire l'agronomie. Okay. C'est vrai que quand j'étais beaucoup plus petit, mon papa aimait vraiment le champ et je l'accompagnais beaucoup au champ. J'étais même celui qui travaillait beaucoup plus. Quand on est allé au secondaire, c'était la même chose. Je n'ai jamais vu mes parents, en tout cas jusqu'à l'année où moi j'ai quitté mes parents, je n'ai jamais vu mes parents acheter du maïs. On produisait tout ça, maïs, manioc, tout ça, on produisait. Donc, j'allais quand même au champ et j'aimais quand même ça, mais je n'étais, dans ma tête, je n'avais jamais prédisposé à devenir agronome. Donc, après le bac, quand tout est venu comme ça, il fallait que se tourner vers l'agriculture. D'où j'ai passé le test de la FA pour la faculté d'agronomie. J'ai passé le test de la FSA. Et tous les deux, je n'ai pas pu... Bon, vous savez, ce n'est pas aujourd'hui où, d'une part, la compétence passe. Hein. En ce temps, c'était beaucoup de... Parce que je pense que c'était sur la base des moyennes obtenues dans cette année au bac et tout. Donc, on a essayé de faire le nécessaire, je crois, pour la FA, mais mon nom était sorti là-bas, mais ce qu'on nous demandait comme sous était exorbitant. Là-bas, j'ai pu réussir à la FA par rapport, mais ce qu'on nous demandait était exorbitant. Okay. Et tiens, ma maman, père à son âme, tenait que je sois agronome.
Et c'est là que je suis allé m'inscrire à la faculté d'agronomie de l'UATM Gaza Formation, de l'Université africaine de technologie de management de Gaza Formation. Qui est une université privée. Hein? Exactement. Okay. Après mes 5 ans là-bas, je suis sorti ingénieur agronome en 2011. Mais mon ambition toujours était de continuer mes études vaille que vaille. Après ça, je me suis inscrit à l'université d'Abomey-Calavi où j'avais débuté une thèse. Et là, ma maman, paix à son âme, m'a lâché. Parce que elle est décédée, tout simplement. Et après ça, je me suis dit, bon, je n'avais plus où aller. C'est vrai que quand je suis entré à Stemez, à Boycon, mes ambitions n'étaient plus d'être salarié. Parce que quand je voyais mes amis où leur papa était politicien et chef d'entreprise, quand je voyais la façon dont ils manipulaient l'argent, je n'avais plus voulu être salarié. Mais quand je disais ça, ma maman était contre, malheureusement. En 2008, nous avons créé une première entreprise. Même si c'était dans l'informel, j'étais avec 4 de mes amis. On était 4 et on a créé une ferme à Ouida, produit du manioc et de la banane plantain. Après ça, nous sommes arrivés en 2009-2010 où nous tous, nous devions partir dans nos différents lieux de stage pour soutenir nos masters. Donc, on ne pouvait plus continuer. D'où cette aventure est partie. C'est le lieu pour moi de rendre hommage vraiment à un membre de l'équipe qui n'est plus. C'était la seule femme de l'équipe. Elle s'appelle Pascaline Étrange-Agbo, à qui je dis paix à son âme pour tout ce qu'elle a dû faire en ce temps en tant que seule femme du groupe. C'est ce qu'elle a fait pour nous en ce temps. Nos pieuses pensées pour Pascaline et surtout pour maman aussi, je pense, qui a su beaucoup t'inspirer, je pense. Oui, c'est vraiment qui a été vraiment ma source d'inspiration. Donc, après ça, quand j'ai fini, bon, je n'ai pas laissé l'entrepreneuriat en ce temps. C'est là que j'ai épousé le numérique. Parce que déjà, dès 2009-2010, moi, je me tâchais à vendre des jus d'ananas sur les réseaux sociaux. Mon premier compte de Facebook, je crois, si j'ai encore bonne mémoire, doit être de 2008. On avait d'abord commencé par Hi-Fi. C'était sur Hi-Fi qu'on vendait. Et après, on est venu sur Facebook avec. En fait, c'est vous les anciens. Hein? Nous, on ne connaissait pas encore Facebook. Donc, après ça, quand j'ai fini de soutenir en 2011, j'ai connu mon associé. Il s'appelle M. Arnaud Boussanou, Serge. Et nous avons commencé. En ce temps, lui, il était beaucoup plus politique que moi. C'est vrai que nous nous sommes connus dans un groupe d'obédience politique. Je ne sais pas si vous connaissez le gouvernement, gouvernement des jeunes du Bénin. Oui, bien sûr, oui. Virtuel, le gouvernement virtuel des jeunes du Bénin. Où j'étais, oui. En ce temps, notre président, c'est l'actuel préfet du Mono, et qui m'avait nommé en ce temps ministre de l'Agriculture. On partageait de très belles idées. C'était vraiment un groupe où on travaillait bien. Ce n'est pas aujourd'hui, on travaillait très bien. Donc, c'est là que j'ai connu mon associé aujourd'hui, Arnaud Lucie-Serge, et qui voyait ce que je faisais dans le numérique en termes de vente. Mais qui m'appelle un jour, qui me dit, mais ce que tu fais là, est-ce que tu sais que c'est un métier? J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Donc, lui, il est venu m'encadrer le web marketing, le e-commerce, le marketing digital en 2012. Hein?
D'où on a fondé notre première entreprise maintenant dans la digitalisation et le marketing digital. Et jusqu'aujourd'hui, cette entreprise vit. Et c'est mon associé qui gère cette entreprise. C'est lui qui dirige cette entreprise. Donc, Mais quand nous ce avions n'est pas, commencé, mais Merlin, ce n'est pas pour t'arrêter. Ce n'était pas Dinoukun à la base. non, ce n'était pas Ok. Dinoukon à la base. C'était beaucoup plus développé. Bon, en ce temps, moi, j'avais commencé déjà en 2009 là, par vendre les jus sur les réseaux sociaux sous le nom de exploitation et développement agricole. Ok. C'était la première entreprise, même si ce n'était pas formel, que j'ai créée en agriculture. Donc, lui, quand je l'ai vu en 2011, on a évolué jusqu'en 2012, on a créé Afrique Agro, qui est aujourd'hui Afro Digital sur les réseaux sociaux. Donc, quand on a fondé cette boîte, on a travaillé, moi, en ce temps, je faisais déjà mes travaux de thèse sur le campus d'Abomey-Calavi. Quand j'avais du temps libre là-bas, je venais, comme c'est le net aussi, ma présence n'était pas trop importante. Donc, ma présence physique n'était pas trop importante. Alors, on était en train de faire ça jusqu'en 2013, quand j'ai vu aujourd'hui celui que j'appelle mentor. Parce que si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, après mes parents, c'est lui qui m'a récupéré. On discutait, c'est vrai qu'avec lui, j'ai fait des travaux de rédaction de projets agricoles. J'ai fait beaucoup de choses avec lui. Un jour, il me voit à l'EPAC. Il est venu voir le professeur Sonklé. Et il me voit, il me dit, mais Mylène, qu'est-ce que tu cherches ici? Je dis, je suis en train de faire ma thèse. Il dit, tu penses que ça peut t'aider? J'ai dit oui, que ça va Non. me. Du coup, il Bien se sûr. pose des questions sur l'importance de la thèse. C'est ça. Et il m'a remis sa carte. Il me dit, dès que tu as le temps, appelle-moi. En 2014, il m'a cherché fatigué. Il ne m'a pas vu, puisqu'il n'avait pas mon numéro. Moi, j'avais changé de laboratoire. Donc, ne pouvant pas demander au professeur Sonklé de l'aider à localiser tel étudiant, bon, il a abandonné son projet. Qu'un jour, il me voit dans un feu, il demande à son chauffeur de serrer, son chauffeur a serré. Il me dit, tiens, je te cherche. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je lui ai dit, bon, je suis en train de faire mes travaux sur le campus. C'est vrai qu'actuellement, j'ai relativement un peu de temps, mais je me consacre beaucoup plus à mon entreprise. Mais il a ri. Il a ri et dit entreprise. J'ai dit oui. Il dit, voilà, je vais te dire un truc. Là où tu es aujourd'hui, là, tu es sûr que si je te remets 10 millions, tu peux gérer ça en entreprise? Je l'ai regardé, j'ai dit, je crois, on était en avril 2014. Et il dit, mon frère, même si je te remets 10 millions aujourd'hui, et ce n'est pas un prêt, si je reviens, si on se revoit dans 2 ans, dans les mêmes conditions, tu seras sur ta même moto là, rien ne va changer. Parce que tu n'as pas appris à gérer l'argent. Wow. Ce que moi je vais, c'est ça il m'a dit le jour là. Il dit ce que je vais te recommander, ça peut être moi. Il dit ça peut être moi, hein. Mais je voudrais que tu ailles dans une entreprise, que tu te familiarises au patron, que tu restes à côté de lui, tu enlèves carrément ton casquette de doctorant ou bien d'ingénieur agronome et que tu apprennes. Parce que j'ai eu à te fréquenter un peu, je sais comment tu es battant, je sais comment tu es structuré, comment tu es rigoureux, mais il te faut ça. Mais je pense que la voie des études, ce n'est pas ta voie. Elle m'a dit ça le jour là. Il m'a demandé si j'ai son numéro. J'ai dit oui. Il m'a demandé d'appeler j'ai appelé son numéro, il a enregistré mon numéro. Malheureusement, 2 mois après, j'ai perdu ma mère. Ouais. Quand j'ai perdu ma mère, je l'ai appelé.
il voyageait, il allait à l'étranger. En ce temps, il m'a aidé financièrement, il faut le reconnaître, il m'a aidé financièrement. Il m'a dit, bon, si tu reviens, si je reviens, on va voir un peu comment on va faire. Mhm. Quand il est venu m'appeler, je suis allé le voir, j'ai dit, bon, DG, ce que vous avez dit là, je reviens sur ça. OK. Mais quand j'ai regardé tout là, je ne sais pas où je peux aller. En fait, Merlin, tu lui donnais raison finalement. Est-ce que Je lui donnais raison. c'était pour dire que finalement tu n'as pas pu et que tu revenais vers lui? Et que je revenais vers lui. Il m'a dit, tu es sûr que tu as bien réfléchi? J'ai dit oui, DG, je vais venir avec vous. Il m'a dit, j'ai un grand immeuble, j'ai beaucoup de bureaux pour toi. Mais ce que je veux de vous, parce que je lui ai dit en ce temps que j'ai un associé et que je ne pouvais pas me séparer de lui parce que notre idée d'entreprise, on ne voulait pas la tuer. Hmm. Et il dit, d'accord, je vais vous donner 2 bureaux. Quand je vais vous donner les 2 bureaux, ce que je veux de vous, vous ne serez pas forcément salarié dans mon entreprise. Mais comme vous êtes des jeunes intellectuels, moi, je ne suis pas allé beaucoup à l'école. Je crois qu'il doit avoir le niveau de la classe de CM2. Je ne suis pas allé beaucoup à l'école, mais je veux que vous me structuriez ma maison. OK. Que vous me mettez tout ce qu'il y a comme procédure administrative, procédure comptable dans la maison. C'est ce que moi je veux de vous. En fonction de ça, si je trouve quelque chose à vous payer à la fin, c'est bon. Maintenant, que les gens ne viennent pas vous voir plus que moi-même, mes propres clients dans la maison. Dieu merci, il nous a donné des bureaux en bas. OK. Donc, Je vous dis que en ce temps, mhm. c'est-à-dire, j'ai fait un travail de garde-corps, j'ai fait un travail de protocole, parce que quand il venait, c'était moi qui ouvrais sa portière. Mhm. Et tout ça, c'est ce qui m'avait dit, rester à côté de quelqu'un et capitaliser en affaires. Effectivement. En Et, mi-2015, et pour peut-être revenir sur l'entreprise, ça t'a beaucoup apporté? Tu as beaucoup appris? ça m'a beaucoup apporté. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, manipulateur au fait de l'argent d'autrui, par exemple, parce qu'un chef d'entreprise, c'est l'argent d'autrui qui manipule. Hein. C'est clair. Savoir négocier, faire des trucs, franchement, je l'ai appris de lui. OK. J'étais au bureau pratiquement à 6h30 et je rentrais à 22h, puisque mon patron, il est quelqu'un, il peut ne pas venir au boulot et se présenter à 18h30. J'étais son, Il est j'étais fort, lui. son, j'étais son plus proche collaborateur dans l'entreprise. Mhm. Est-ce que ton patron va venir au boulot à 18h, tu vas rentrer? Ouais, c'est pas évident. Il part à 23h, je rentre à 23h. Mhm. Et c'est ça que j'ai fait jusqu'en mi-2015, quand je suis allé le voir pour lui dire, bon, l'apprenti veut prendre son départ. Le jour-là, elle n'était pas d'accord. Je lui ai dit vraiment de me donner ma liberté. Mhm. Mais quand on était avec lui, on avait déjà monté, on avait déjà loué nos bureaux, on avait déjà des employés. Ailleurs, sans qu'il ne sache. Sans qu'il le sache. Ah ouais, ça, Quand on vous a êtes fait très les fort. 1 an et on était assidus, à partir de 2015, on a pu trouver de l'argent jusqu'à louer des bureaux et avoir des employés. Et mon associé et moi, on se relayait. Si cette semaine, c'est moi qui vais au boulot, là-bas, les matins entre 7h et 9h, c'est lui qui va les soirs. Okay. Donc, c'est comme ça, on se relayait jusqu'à ce qu'on a pris notre indépendance chez lui. Et le jour où on partait, il nous a dit, je ne vous prendrai jamais les clés de vos bureaux, puisque je sais qu'on va travailler ensemble. Jusqu'aujourd'hui,
j'ai encore la clé du bureau que j'occupais dans son bâtiment. Ok. C'est ça que nous avons fait en 2015. Nous tous, on a démissionné. On est revenu maintenant dans nos propres entreprises. Quand on est venu, nous tous, on a vu, bon, qu'on avait maintenant de l'expérience. Alors, on a dit, bon, l'accord, j'ai dit à mon associé, l'accord qu'on avait avant, c'est que je n'avais pas une vie de communicateur, mais quand les choses allaient bien se passer, j'allais me retirer pour aller fonder ma boîte d'agriculture. D'accord. Et je Ce pense que que mon associé- le temps que tu as passé au niveau de l'entreprise de ton mentor t'a justement permis de mieux grandir en compétences. Oui, vraiment de mieux grandir. Oui. Et avec Orlus, tu as Et- pu mettre les fondements et les fondamentaux nécessaires pour Genopon, c'est bien ça? Exactement. OK. Tu peux nous en dire Et en plus? 2016, nous avions pris la décision maintenant d'avoir deux boîtes distinctes. Notre première boîte d'agriculture était Mimes, ce n'était pas Genopon. Entre-temps, quand on était encore avec notre mentor, j'ai changé le développement et exploitation agricole qui est devenu Agri-Conseil. OK. C'est ça qui fonctionne aujourd'hui sur les réseaux sociaux en tant qu'Agri-Conseil, où nous faisons du conseil agricole. Nous faisons la gestion de fermes, l'installation de fermes, la rédaction des projets agricoles, nous faisons tout ça. Donc, cette entreprise, quel que soit ce qu'il y avait, n'avait jamais perdu sa raison. Puisque c'était un travail que je menais moi-même, même si je prenais des collègues agronomes pour de court temps, cette entreprise est restée. Donc, en 2016, nous avons fondé Mimes. On avait maintenant deux entreprises. Il y a Mimes et il y avait... Agri-Conseil. Oui. Là, Mimes a consommé Agri-Conseil. Agri-Conseil est devenu une filiale de Mimes. OK. D'accord. D'où nous avons commencé maintenant par vendre des produits agricoles comme le soja, le cajou. On a pu créer une marque de riz qu'on a commencé par distribuer à côté de nos jus. OK. Et je pense que c'était les jus d'ananas, c'est ça? Les jus d'ananas et consorts. Et ça, on l'avait personnellement nommé Genopon. Donc, Mimes avait deux entreprises sous elle. Il y avait Agri-Conseil et il y avait Genopon. D'accord. On était là en 2017 quand une mémé achetant toujours nos produits nous a dit, mais quand je prends votre riz, je suis satisfaite. Quand je prends vos jus, je suis satisfaite. Mais pourquoi vous ne mettez pas votre technicité et votre sens rigoureux de transformation et de packaging que vous avez là au service des autres qui ont le même type de produit que vous pouvez même prendre et garder chez vous? Quand elle a dit ça, elle a dit, tiens, ça, voilà une bonne idée que maman nous a donnée. Malheureusement, elle aussi, aujourd'hui, elle ne vit plus. Elle est déjà décédée. Mais ça faisait une bonne opportunité de business. Donc, quand elle a dit ça, on a dit, tiens, j'ai appelé en même temps mon associé, j'ai dit, il faut qu'on lance une entreprise de distribution agroalimentaire. J'ai essayé de lui expliquer. Dans la foulée, il a compris. Je lui ai dit, au lieu que chaque jour sur Facebook, on publie une photo de riz ou bien si on a peut-être 20 produits de différents fournisseurs chez nous, est-ce que le mieux, ce n'est pas d'avoir une plateforme numérique pour pouvoir mettre tous ces produits, quitte à demander à nos clients d'aller
choisi leurs produits. Quand j'ai dit ça, elle a dit, mais ça sent bon, mais est-ce que quelqu'un ira acheter du train-train ou En de la ligne, viande sur un site internet en ligne? effectivement. Quand elle a dit ça en 2017, j'ai dit, bon, je suis du genre, quand j'ai mes idées en tête, je les programme. Je lui ai dit, de toute façon, j'ai créé une boutique sur la page. En ce temps, on n'avait même pas encore les pages pour ces produits. C'était la page d'agri-conseil qu'on utilisait. J'ai appelé le développeur de Afro Digital parce qu'en ce temps, on partageait le même bâtiment. On était à Mélentin, on partageait le même bâtiment. Je lui ai dit, je lui ai expliqué le projet. Je lui ai dit, commence le 1er janvier, je vais lancer cette plateforme. Quand je lui ai dit ça, il a commencé un travail, il est venu, on a travaillé, on a beaucoup travaillé, beaucoup travaillé là-dessus. Quand le 10 janvier 2018, on a lancé une plateforme numérique où les gens pouvaient aller acheter leurs produits. Quand on a lancé cette plateforme, il faut dire qu'on avait beaucoup de réticences. Je me rappelle encore de mon assistante en ce temps, celle qui s'occupait de la plateforme. C'est après près de 6 mois qu'on a vendu un seul produit sur la plateforme. Sinon, les gens préféraient acheter sur Facebook ou bien par WhatsApp. C'est quand on a commencé par enregistrer des commandes maintenant que toute mon équipe en ce temps avait cru que cette affaire pouvait aller loin. Et c'est un aspect que je note particulièrement, Merlin, et c'est pas pour t'arrêter. On va y revenir. La résilience, tu vois, la capacité de l'entrepreneur à attendre pendant que ça ne marche pas et à espérer qu'un jour, il y ait le premier achat et le deuxième et ainsi de suite. On va y revenir. Mais comment est-ce qu'on se sent avec ce premier achat-là, justement? Je vous dis que ce jour-là, ce client, j'ai jamais oublié, il avait acheté pour 3500. C'est-à-dire la joie de mon équipe ce jour-là et ma joie personnelle. C'est-à-dire rien ne pouvait nous barrer la foi, quoi. C'est sûr, c'est sûr. C'est-à-dire c'était vraiment une très grande joie qu'on avait eu ce jour-là. Et c'est après ça que nous avions eu, c'est là que nous avons commencé une ascension. OK. On a commencé par avoir des programmes, des projets-programmes qui ont vu, il y a certains qui croyaient, il y a certains qui ne croyaient pas. En ce temps, le premier hackathon auquel on a participé, c'était un hackathon du gouvernement béninois. Et nous avions échoué, c'est-à-dire quand on a pitché même, jusque-là, on se disait qu'on allait gagner. Parce qu'on avait un projet structuré, tout ça. Okay. Mais, à la grande surprise, on avait pas gagné. J'ai fait un forcing vers le jury pour demander, mais qu'est-ce que vous avez reproché à Djinoukou? Le premier membre du jury m'a dit que Djinoukou n'est pas dans l'agritech, que Djinoukou est plutôt dans le commerce et qu'eux recherchaient un produit, eux recherchaient une start-up agritech. J'ai dit, ah bon, on n'est pas dans l'agriculture? Non. Très bien. Je me suis retraité, je suis allé chez le deuxième. Lui, il nous avait soutenus. Donc, lui, il a dit, bon, que lui-même, personnellement, il ne sait pas. La troisième personne nous a dit qu'on n'était pas dans le... qu'on faisait du e-commerce, donc que c'était du commerce. Bon, quand il a dit ça, mon associé s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, bon, moi, les trucs de l'État béninois, moi, je ne postule plus. On avait eu un truc du CT en ce temps.
Non, avant ça, on a gagné un projet de Trilabs OK. qui s'appelait, le programme s'appelait Tristar. Mhm. Quand on est allé à Tristar, eux-mêmes, malheureusement, ils ont mis notre projet Djinukun Store de côté. OK. Et ils ont Et dit non. est-ce que c'était toujours les mêmes causes, les mêmes raisons? C'était que ce n'était pas de Oui, l'agritech aussi? non, ce n'était pas de l'agritech, ce n'est pas une question de l'agritech, mais eux ne voulaient pas investir dans une entreprise qui faisait de la logistique. Parce D'accord. que avoir des produits dit que les gens vont commander sur ta plateforme pour que tu ailles les livrer. Livré, oui. Le risque était beaucoup parce que c'était de la logistique. OK. Donc, eux, ils ont dit, on va mettre ce projet en veilleuse, mais on va y revenir. D'accord. Mais par contre, eux, ils ont voulu investir dans le riz. Dans Donc, la on a production beaucoup même, hein? travaillé, oui. Oui. Donc, D'accord. nous avions été allumés de ce programme en sortant avec le riz. Donc, quand on sortait avec le riz, il fallait maintenant créer une entreprise, d'où on ne pouvait plus continuer avec Mimes, mais on devait créer une nouvelle entreprise. D'où on a créé l'entreprise qui est Djinukun même. Et D'accord. c'est les formations qu'on a reçues à Etri Labs qui nous ont permis de bâtir tout ce qu'on a aujourd'hui comme petite entreprise. Parce qu'on avait une formation d'accélération d'entreprise où j'invite tous mes frères qui sont aujourd'hui start-up ou qui ont même une idée d'entreprise à passer par les incubateurs. C'est très important. Quand nous avions fait cette incubation, je vous assure que Djinukun en est sorti très, c'est-à-dire ce qu'on a pu avoir de ça, c'est grand. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'État aussi a créé son propre incubateur. Je pense que tu fais référence à Semecity. Exactement. D'accord. Mais je dis qu'il faut soutenir aussi le privé. Oui. Parce que ce qu'a fait Etri Labs pour les entrepreneurs aujourd'hui qui sont, c'est-à-dire nous qui avions créé des entreprises dans les années 2016 jusqu'en 2018, avant l'arrivée de Semecity, si nous avions aujourd'hui une ascension, nous le devons à Etri Labs. Presque toutes les startups qui ont pris part à Etri Labs aujourd'hui sont grands parce qu'ils ont un business plan structuré, ils ont tout qui est structuré. Et on ne peut pas créer une entreprise aujourd'hui et la gérer comme les entreprises que nos parents avaient créées. On a besoin Effectivement, de se nous structurer. sommes dans une ère où tout est dynamique, où il faut qu'on s'actualise au quotidien. Du coup, quand tu n'as pas les bonnes informations, les bons formats dans lesquels il faut présenter les produits et services, c'est clair que tu passes à côté. Et c'est justement l'utilité de ces incubateurs. Je Donc, voudrais, c'est... Merlin, Oui. qu'on aborde précisément, justement, Djinukun. Non, je vais ramasser L'histoire, ce qui reste. oui, Je vais ramasser ce qui reste. C'est après ce déclic de Etri Labs que nous avions postulé à beaucoup d'hackathons, de concours, que ce soit au Bénin et à l'international. Et nous avions eu, même si c'est une semaine, si c'est 2 semaines d'accélération. Je ok, crois que nous sommes passés au moins par 10 stades d'accélération ok. pour être là où nous sommes. Aujourd'hui, nous avions beaucoup d'investisseurs qui tapent à nos portes, mais nous n'avions malheureusement pas encore trouvé la bonne formule pour lever les fonds. D'accord. Sinon, Djinukun aurait déjà pu lever au moins 100 millions et ne plus être à ce niveau aujourd'hui. Voilà, monsieur Hébert. En fait, l'aspect important que je voulais relever,
c'est que vous n'acceptez pas de financement extérieur. C'est quoi? C'est le modèle que vous ne trouvez pas? C'est quoi le blocage avant qu'on évolue? Est-ce que c'est vous Bon, qui n'acceptez pas l'ouverture des capitaux? Est-ce que ce sont les investisseurs qui vous posent des conditions que vous n'appréciez pas? C'est quoi en fait? vous savez, nous sommes dans un secteur qui est très volatile et le marché béninois qui n'est pas stable. Les Béninois qui ne croient pas aux produits locaux. Et il y a aussi après ça, nous-mêmes, il faut reconnaître, il y a quelque part, j'avais oublié de dire que aujourd'hui, nous possédons plusieurs fermes. Hein. Nous possédons aussi plusieurs fermes. D'où sortent, par exemple, quand vous allez sur la plateforme Djinoukoun, tout ce que vous voyez comme produits maraîchers, produits frais, sortent de nos propres fermes. D'accord. Donc, je reviens à la question de levée de fonds. Vous savez, l'agriculture, on ne peut pas financer l'agriculture comme on finance du commerce simple. Mhm. Étant donné que je suis du corps, je sais, c'est vrai qu'en Europe, j'ai vu d'autres types de financement pour l'agriculture. Par exemple, nous finançons par exemple dans le riz et on nous demande qu'après 3 mois, on commence à payer. Alors que quand tu sèmes le riz, par exemple, en juillet, tu fais tes récoltes en novembre. Et le riz que tu récoltes en novembre, ce riz-là n'est même pas transformable en novembre. Il faut attendre juin avant que ce riz-là ne soit transformé. Donc, ça veut dire que quand on te remet de l'argent aujourd'hui, pour que tu commences par semer ton riz en juin, c'est 1 an après que le riz que tu as semé là, tu commences par transformer. Et c'est peut-être 1 mois après qu'il est mis dans les lieux de distribution et c'est 1 mois après qu'il est directement dans l'assiette du consommateur. Et pendant ce temps, après 3 mois, toi, on te demande de commencer par payer. Effectivement. Donc, il faut aller prêter de l'argent pour payer Pour l'argent pouvoir prêté. rembourser, oui. Pour rembourser l'argent prêté, vous voyez. Donc, ça fait que moi, je suis vraiment réticent. Par rapport aux produits aujourd'hui qui sont déposés chez nous, il faut reconnaître que sur la plateforme Djinoukoun, il y a 30% des produits qui appartiennent à Djinoukoun et 70% des autres produits qui appartiennent à nos transformateurs locaux que nous avons jugé bon mettre sur la plateforme qui ont suivi certains critères. OK. Mais il faut reconnaître que Je pense que c'est sur la base de contrats négociés aussi, mais oui, vous mettez sûrement en place un dispositif de suivi aussi de ces transformateurs, de contrôle de qualité, n'est-ce pas? Oui, c'est sur une base de... Je voulais vous montrer le contrat, mais je ne l'ai pas ici. C'est sur une base de contrat bien écrit que les produits sont acceptés sur la plateforme. Nous faisons des visites inopinées dans leurs unités pour aller voir ce qu'elles préparent. Après ça, c'est qu'ils doivent au moins débuter le processus le processus qui doit leur faire avoir au moins le certificat de mise en marché de leurs produits. D'accord. Aujourd'hui, un transformateur t'amène de bons produits, mais demain, lui-même, il n'a même pas l'argent pour produire. Quand tu vas t'endetter, par exemple, pour faire de la com ou pour acheter des équipements, et lui, tu n'es pas sûr de son produit, que son produit vient chez toi à tout moment, tu ne peux pas aller prêter de l'argent en son nom. Donc, il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier avec nos conseillers, nos coachs, nous sommes en train aujourd'hui de voir quel est le type de méthode que nous allons mettre pour pouvoir lever des fonds. Ce n'est pas que les investisseurs ne viennent pas avec des livres, les investisseurs viennent, pas plus tard que la semaine passée, je n'ai jamais reçu encore, mais nous sommes un peu perplexes aujourd'hui par rapport au caractère spécifique du métier que nous faisons. Effectivement, c'est un écosystème particulier et du coup, c'est important de beaucoup réfléchir en tant qu'entreprise
à trouver des formules adaptées. Et je pense que même nos gouvernants continuent de chercher la meilleure formule. Il y a beaucoup de mécanismes institutionnels pour le financement agricole dans notre pays, pour le cas du Bénin, qui, bon, forcément ne marchent pas encore, il faut l'avouer. Donc, on continue de chercher. Je pense que pourquoi ne pas penser, et ça va être une question à réflexion, pourquoi ne pas penser, quand j'étais au Mali, j'ai vu qu'il y a une banque nationale pour l'agriculture spécifiquement, et nous, on ne l'a pas encore. On a le mécanisme du Fonds national de développement agricole, qui n'est pas véritablement une banque, mais qui sert d'intermédiaire entre les producteurs, les entrepreneurs et les banques, mais on peut mieux faire. Qu'est-ce que tu penses ouais, de ça, de cet aspect-là spécifiquement? Oui, vous savez, nonobstant mon diplôme et mon parcours, j'ai fait aussi des formations complémentaires où aujourd'hui je suis consultant sur les questions de mise en marché et sur les questions de système d'information marché. J'ai fait beaucoup de travaux, que ce soit avec des ministères, mais il faut reconnaître que ça ne déclic pas aujourd'hui beaucoup plus pour les banques parce que le Béninois a une psychologie très particulière. Le Béninois est unique en son genre, comme le dit un de mes professeurs. Et il y a beaucoup de paramètres qui font encore qu'on ne peut pas avoir, que la banque agricole ne peut pas décliquer parce que nous n'avions pas un système d'information sur le marché agricole qui est fiable, qui est aux normes. Je sais que nous avions fait un travail avec le DSIMAEP, où aujourd'hui, tout ce qui a comme SIM a été harmonisé et un travail va être fait en 2022 pour qu'on ait un système d'information sur le marché agricole harmonisé. Après ça, c'est qu'il faut avoir un système d'intelligence marché. Il faut avoir les services de météo fiables. Il faut que la maîtrise de l'eau dans notre pays soit la maîtrise de l'eau pour l'agriculture dans notre pays soit effective. Moi, j'ai pu visiter le Burkina et je sais ce que le Burkina a comme barrage en ce qui concerne la rétention d'eau. Vous voyez? Donc, Merlin, c'est un aspect qu'on évoque souvent. C'est assez paradoxal. Je pense que bizarrement, on a des conditions climatiques beaucoup plus favorables que le Burkina. Malheureusement, ils sont en avance sur nous. ils sont en avance sur nous. Vous savez, M. Hébert, l'agriculture est fondée sur deux choses. Le climat. Mais après le climat, la chose la plus fondamentale, c'est la disponibilité de l'eau et l'accessibilité de l'eau aux plantes. La majorité de nos producteurs aujourd'hui, quand la saison des pluies passe, ils sont tous au repos. Ils ne font plus rien en question de production végétale. Ceux qui font aujourd'hui de la tomate, par exemple, de contre-saison dans le sud du Bénin ou même dans le nord du Bénin, ça ne peut pas marcher parce que quand bien même ils ont pu avoir de l'eau pour leurs plantes, ils n'ont pas réglé le problème d'osmose. Les plantes ont besoin, même par leurs feuilles, de capter de l'eau qui est non loin d'eux. Ici, on s'acharne à arroser seulement la plante, c'est-à-dire à s'occuper de l'eau que la plante a besoin au niveau de ses racines. Et à oublier que quand on a, par exemple, un barrage d'eau, que la plante va puiser cette eau par l'air, c'est-à-dire on oublie l'humidité de l'air. Mais quand on fait ça, ça ne peut pas aller. Le problème qu'on a avec la tomate de contre-saison, où on a les chutes de fleurs, les chutes de fruits, ou bien le pourrissement des fruits,
c'est à cause de la chaleur élevée, c'est à cause des températures élevées la nuit. On s'acharne à arroser la racine et à oublier qu'il a besoin de l'eau. Ça, c'est un aspect purement technique, Merlin, et je suis d'accord avec toi là-dessus. Et, mais aussi, il y a un autre aspect, ce ne sont pas des scientifiques qui nous manquent justement pour Oui, non, ce pouvoir n'est pas ça. trouver des formules adaptées. Après ça, il y a beaucoup d'autres enjeux liés à la vulgarisation et aussi au conseil agricole qu'on doit encore travailler. Donc, je pense que si on continue dans ce champ-là, on ne va pas finir l'entretien. Non, on ne va pas finir. Mais je crois aujourd'hui que le gouvernement actuel, de toute façon, quand on regarde du côté technique ce qui est en train d'être fait, c'est louable. Il y a Mais beaucoup d'efforts. ils n'ont pas trop pensé encore à la disponibilité et à l'accessibilité de l'eau aux plantes et aux animaux. Exactement. Ça, je crois que le PAG2, je n'ai pas encore lu le PAG2 parce que je suis aussi très occupé. Peut-être que c'est dedans, je ne sais pas. Mais c'est une condition sine qua non pour qu'après le travail que font les scientifiques, on puisse prendre un envol au niveau de la production végétale. Et surtout pour la mise à échelle, moi, j'ai eu des activités où on a pensé inviter des universitaires qui ont fait des recherches à l'université d'Abomey-Calavi, à Kétou et à Parapou aussi, justement, pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut mettre à échelle, en fait, pour que le producteur puisse l'avoir de façon accessible et l'exploiter en tant qu'extra, en tant qu'élément exploitable pour le producteur. Parce que quand on a fini de faire la recherche, c'est rendu scientifiquement, en fait. Donc, il y a aussi une dernière étape d'adaptation au niveau du producteur à trouver des formules pour pouvoir le faire. Sinon, je sais qu'on a beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup de recherches qui malheureusement ne sont pas assez vulgarisées. Et il y a encore ce pas-là à faire. Malheureusement, nous avons un temps limité pour Oui, cet pour finir, entretien. C'est dommage. le Oui, dernier aspect sur lequel nous sommes revenus là, c'est ça qui fait aussi que le coût des produits locaux est élevé. Parce qu'on ne produit pas tout le temps et le coût de production est élevé. C'est vrai qu'il y a les zones rurales, mais il y a que nous ne produisons pas beaucoup. Donc, la matière première est chère. d'accord. Du coup, ça veut dire qu'il y a des enjeux liés aux semences, au suivi de la production, comment est-ce qu'on accompagne les producteurs à peut-être, au lieu de faire de manière extensive, parce que ce n'est pas forcément gagnant, voir comment est-ce qu'on peut le rendre intensif pour que sur de petites exploitations, sans pour autant détruire nos terres, mettre des amendements, mettre tout ce qu'il faut pour pouvoir accompagner et booster les rendements. Après ça, Et, l'étape de la mise en monsieur Hébert, marché. Et c'est là que vous intervenez. On peut intensifier sans pour autant détruire le sol. Il y a les systèmes agroforestiers. Justement. Voilà. Justement. Donc, c'est heureux qu'on sache déjà qu'il y a les solutions à nous, en tant que techniciens, de savoir les opérationnaliser. Je voudrais qu'on revienne sur Djibouti parce que ça nous intéresse de savoir quelles sont les difficultés. Effectivement, moi, j'ai pu noter un aspect, c'est notre réticence à acheter sur Internet, c'est clair. Et au-delà de cet aspect, est-ce que tu as d'autres éléments comme difficultés que rencontre l'entreprise au quotidien? Alors, c'est clair que vous ne vous attendez pas à me voir à cette partie précise du podcast. Je vous interromps justement pour vous dire de vous abonner. Rappelez-vous, la majorité de ceux qui suivent nos vidéos et les émissions du podcast ne s'abonnent pas. C'est le moment de le faire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Faites-le et on continue juste après. Merci. Monsieur Hébert, le premier problème que nous avons
dans la distribution agroalimentaire, que ce soit dans le physique ou dans le virtuel, c'est la concurrence déloyale que nous font les produits importés. C'est la concurrence déloyale. Important. Oui. Après ça, c'est que les Béninois pensent que ce qui est fait chez eux là n'est pas bon. Je vous dis que le consommateur béninois est plus exigeant des certifications que, c'est-à-dire il est plus exigeant en termes de certification pour les produits locaux que les produits importés. Et après ça, c'est qu'il veut acheter le produit importé, le produit local là, moins cher. Le plus moins cher possible. Le plus moins cher que possible. C'est-à-dire que si tu dis au Béninois même que c'est gratuit, il va te demander de lui apporter ça chez lui. En plus. En plus. Donc, c'est de dire aujourd'hui qu'il faut qu'on déclique et qu'on ait un amour pour nos produits. Moi, j'ai été épaté la dernière fois quand je suis allé voir les trésors ramenés. Et quand j'ai vu qu'il y a beaucoup de bureaux à la présidence où les fauteuils là sont des fauteuils locaux, hein, c'est fait par nos artisans locaux. Avec par nos Et c'est ça artisans. que nous voulons. Effectivement. Moi, par exemple, que vous voyez ici, là, j'ai porté veste à peine 2 fois dans ma vie. C'est quand je vais en Europe là que je porte à cause de la fraîcheur. Oui. Sinon, moi, je suis local là. Aujourd'hui, là, je me prévaut à 80%, je suis local. Ouais. Quand je vais à une fête et je ne vois pas du riz local, je ne mange pas. Ouais. Et c'est pour moi le lieu de saluer le ministre de l'Agriculture. On a fait un truc à Zalaï, le ministre de l'Agriculture est descendu, il n'a pas vu de produits locaux, il est rentré dans sa voiture, il est parti. Et puis, je suis ministre de l'Agriculture, je suis venu parler de l'agriculture, je ne peux pas sortir et encore manger un produit importé. Alors, je n'ai pas ma place d'être ministre. Ça, c'est fort. Je pense qu'il faut davantage le faire. Ce jour-là, j'ai vu un ambassadeur en lui. J'ai vu un ambassadeur de l'agriculture en lui. Donc, le premier problème que nous avons, c'est la concurrence avec les produits importés. Deuxième chose, la péjoration de l'agriculture. Les gens ne croient pas que l'agriculture, là, ça peut nous nourrir. Moi, quand je sors quelque part, les gens me voient, les gens m'ont dit, je leur dis que je n'ai pas deux métiers. Je n'ai pas travaillé autant pour quelqu'un depuis quand je suis sorti, ce n'est que dans la terre que je suis. Et après ça, nous avons besoin, comme ce que nous avons dit tout à l'heure, d'infrastructures pour pouvoir produire à tout moment de l'année. Ça va rendre le coût des matières premières faible. On pourra produire et même vendre encore moins cher à la population. Prenez 1000 francs de chez nous, allez au Ghana, achetez. Vous allez voir comment c'est beaucoup dans le bol. Parce que ils ont créé des infrastructures à leurs producteurs et les producteurs produisent beaucoup. Mais chez nous ici, on n'a pas d'infrastructure et le coût est moins cher. Après ça, c'est qu'il faut aujourd'hui qu'on aide les entrepreneurs, les agripreneurs. Parce que ce n'est pas facile d'entreprendre dans l'agriculture. C'est pas facile, ça c'est clair. C'est pas facile. Surtout, moi, quand je vois les transformateurs, je les félicite parce que moi, j'ai pris par là un équipement aux normes que tu dois acheter. Un broyeur, tout simplement. Je prends un broyeur qu'un jeune agripreneur doit acheter, ce n'est pas moins de 3 millions. Où est-ce qu'il va trouver cet argent-là et acheter?
j'ai pu voir au Kenya des communes qui financent eux-mêmes des centres où quelqu'un, par exemple, qui veut faire son jus, amène l'ananas, on lui loue l'heure, il finit, et quand il embouteille son jus, ça sort de cette unité de transformation-là avec les certifications qu'a eu cette unité-là. C'est vrai que le Béninois, entre parenthèses, n'aime pas travailler en équipe. Mais ça, c'est Le un bon Béninois aime modèle travailler qu'on en peut mettre solo, à échelle, essayer d'adapter à nos réalités ici. à nos réalités. Moi, c'est un truc que j'ai vu au Kenya qui m'a beaucoup plu. Et qu'on pouvait nous faire, nos municipalités là, peuvent faire ça pour aider les jeunes. Si aujourd'hui, on vous dit combien d'emplois, que ce soit emploi direct et emploi indirect, que crée l'industrie agroalimentaire locale, surtout ce que font les jeunes là, monsieur, vous n'allez pas croire. Donc, il faut aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des projets programmes qui aident les jeunes à acheter des équipements, qui achètent même des équipements de façon gratuite. Oui. Il y a beaucoup de subventions aussi, mais, des accompagnements oui, de certains partenaires financiers. C'est vrai que ce mais n'est on pas doit aller toujours plus que ça. accessible à tout le monde. Il y a beaucoup de critères, mais quand je pense ton organisation, ton entreprise est structurée dans une certaine mesure, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent à lever des fonds, ne serait-ce que pour l'appui en équipement et matériel. Mais les besoins sont plus grands, donc c'est compliqué. Je connais par exemple une agripreneur, c'est une dame, à qui on a donné un équipement de plus de 6 millions depuis environ 7 ans. Mais vous savez qu'elle ne sait pas manipuler l'équipement là. Ah, Elle ne sait pas manipuler. mais c'est un aspect important à relever parce que je pense qu'à part l'octroi, il faut l'accompagnement à l'utilisation. L'accompagnement technique à l'utilisation du produit, c'est très important. Oui. Donc voilà un peu, monsieur, eh bien, les problèmes qu'on a. On a aussi un problème de packaging et c'est un gros problème aussi. Oui, effectivement. Vous savez, sur notre territoire, nous n'avons pas encore une usine d'emballage au Bénin. Ouais. Ce que vous voyez comme emballage, soit ça quitte la Chine, Le Nigeria. soit quitte le Nigeria ou le Ghana. Mm-hmm. En 2018, quand on lançait le riz, s'est déplacé vers un monsieur au Nigeria qui fait des emballages. On lui a dit, mais on a besoin que tu implantes ton entreprise au Bénin. Il nous a dit, je sais le nombre de Béninois qui achètent chez moi. D'abord, ils n'achètent pas beaucoup et ils ne sont pas réguliers. J'ai fait une enquête à leur niveau, ils m'ont dit que le marché là n'est pas régulier. Okay. Comment lui viendra s'installer? Que s'il vient au Bénin, n'est pas sûr de produire 10 000 emballages. Son équipement peut produire 10 000 emballages par jour. Mais ces 10 000 emballages que lui produit là, c'est peut-être l'emballage que nous va utiliser en un an. Du coup, s'il met en place une exploitation, ça ne serait pas rentable. Ça ne serait pas rentable. Et il a raison. Effectivement. il a bien raison. Il a raison. Donc voilà nos problèmes. On n'a pas des emballages adéquats. Et ce qu'on a là n'est pas adéquat. Il faut aller l'acheter en Chine. Le fret, tout ça, quand ça vient, c'est plus cher. Je vous assure que sur un produit qui coûte 1000 francs, soyez-en sûr que l'emballage a déjà bouffé près de 350. Ce qui pose un problème par rapport à la rentabilité de nos entreprises dans l'agroalimentaire. Parce qu'il y a le coût de la matière première. Il y a le coût de la matière première. Il y a la main-d'œuvre. Il y a tout ce qu'il y a en termes de logistique.
et tous les intrants que tu mets maintenant en ajout pour pouvoir transformer le produit. On a pu comprendre l'historique de Dinoku et mieux les difficultés que tu rencontres au quotidien, je veux dire toi et tes associés. Alors, en termes d'approche de solution, comment est-ce que... J'ai eu une grande, comment je vais dire, j'ai été déçu vraiment de mon parcours de chef d'entreprise jusqu'à aujourd'hui. J'ai été déçu par un fait. On veut savoir. Une collaboratrice qui m'a quitté à cause de salaire. Mais à qui j'ai tout expliqué. Qui savait que l'argent allait rentrer tel jour. L'argent allait rentrer un jeudi. Ce n'était pas beaucoup d'argent. Mais qu'on avait des préalables à régler. Le loyer, l'eau, l'électricité, payer notre livret parce que c'était lui le cœur. Donc, quand on a fini de payer tout ça, il ne restait que 10 000. Et je me suis dit, bon, le week-end, je ferai tout possible pour trouver son salaire. Et tout au moins le lundi, elle aurait son salaire. Mais le lundi matin, je suis venu. C'est ça l'aide de démission qui était sur ma table. Wow. Oui, ça a été... Pour un retard de combien de temps pour clarifier? Pour un retard d'1 mois. 1 mois, ok. Oui. Oui. Après ça, j'ai aussi connu un jeune qu'on avait recruté comme graphiste et qui, après 33 jours, n'est plus venu au boulot. Et je suis du genre à être au boulot avant tous les employés. Donc, quand quelqu'un... Ce monsieur a dit qu'il va quitter la maison. Bon, ce que je viens de vous raconter là, ce n'était pas dans Jimkun, mais c'était dans Afro Digital. Oui, mais ça fait partie de l'expérience entrepreneuriale aussi. Oui, mais c'est-à-dire, j'étais là, bon, moi, je regardais tout de suite qu'on était dans le même bâtiment. Donc, je ne l'ai pas vu. J'ai demandé, mais est telle personne? J'ai demandé au directeur général, où est telle personne? Il dit, il n'est pas arrivé. Je prends mon téléphone, je l'appelle, premièrement, il ne décroche pas. Deuxièmement, il décroche. Et c'est son papa qui prend le téléphone chez lui. Donc, moi, j'ai continué par parler. Je dis, mais pourquoi tu n'es pas venu au boulot? Il est 10 ans, on ne te voit pas. Et son papa me ramasse au téléphone pour me dire, mais il a commencé, ça fait 33 jours, vous ne l'avez pas payé. Et moi, je ne peux pas continuer dans ça. Je dis, mais papa, est-ce qu'il vous a dit qu'hier soir, avant de rentrer, son patron a délivré de chèques à leur patron et que ce matin, il devait être payé? Il a dit de toute façon que s'il ne reçoit pas l'argent par mobile money, son garçon ne bouge pas. Elle a dit ça, ah bon? J'ai raccroché. Après, moi, je devais aller à Lomé. Je suis parti à Lomé. De toute façon, je n'ai pas reçu d'appel, je n'ai rien reçu. Jusqu'à... C'est l'année passée que j'ai vu le gamin là en circulation. Et c'est même lui qui m'a reconnu. Il s'est approché de moi, qui me dit, j'ai dit, mais tu fais quoi maintenant? Il dit qu'il ne fait rien. Je lui ai dit, mais ce que ton papa t'a appris là, c'est mauvais. Même moi-même qui suis ici, j'ai travaillé pour des gens. Tu travailles, on ne te paie pas. Ce n'est pas pour ça que tu vas voir cette personne-là, tu ne vas pas le saluer, mais ce n'est pas pour ça que cette personne va te demander quelque chose que tu ne vas plus faire. Effectivement, Merlin, ce sont des aspects, hein, je pense que dans la gestion des ressources humaines, il y a beaucoup de complications. Les parents oublient que ils ont fait eux-mêmes, ils n'ont pas été payés, ils sont restés dans ces emplois-là et ça a continué pour eux jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu une fille que j'ai employée qui reçoit son premier salaire un mercredi. Le jeudi, elle ne vient pas.
le matin. Elle vient à 15 heures. J'ai dit, mais pourquoi c'est à 15 heures tu es venu? Elle dit, ah, que quand elle a amené le salaire, ils sont allés chez le pasteur. Et le pasteur a dit qu'ils vont prier. Ils ont fait messe. Et que l'argent... J'ai dit, mais le pasteur, tu ne veux pas programmer ça pour le dimanche ou pour le samedi? Parce que tu as reçu ton premier salaire, la matinée, là, tu es resté. Et ton papa a dit quoi? A dit qu'elle était là-bas avec son papa. Ouais. Alors que son papa fut un cadre du ministère des Impôts. Et je dis, mais, de la direction générale des Impôts, je dis, mais, donc ton papa, quand il était au boulot là, c'est ce qu'il fait? Oh, mais les parents Merlin, aussi. effectivement, tu vois, il y a des aspects sociologiques dans lesquels on ne va pas rentrer. Mais justement, ça nous permet, ça nous permet justement de déboucher sur des conseils que tu as à donner à la jeunesse qui envisage d'entreprendre et aussi à la jeunesse qui, pour elle, a des ambitions d'être employée aussi. Est-ce que tu as des conseils en tant qu'aîné, en tant qu'entrepreneur Oui, à ces jeunes-là? oui, monsieur. Ben, entre parenthèses, je suis en train d'écrire mon livre sur mon parcours d'entrepreneur. C'est important. On va y travailler et en Plaise à ton temps, Dieu. on pourra, oui. Si ça peut sortir en 2023, ça me fera beaucoup plaisir. Très bien. Ce que je retiens de notre domaine aujourd'hui, c'est la résilience, comme vous l'avez dit. Et accepter souffrir. Parce qu'un chef d'entreprise, c'est souffrir. C'est payer de salaire aux autres et voir que toi, tu n'as rien. Moi, aujourd'hui, je vous assure, je ne me fais que plaisir 10 jours dans le mois. C'est après avoir payé les salaires, après avoir payé l'électricité. Au milieu, là, tu prends 5 jours et 10 jours avant de commencer par réfléchir encore à ça. Donc, comme vous l'avez dit au départ, c'est la résilience, le courage, l'abnégation. Je crois que s'ils le font, ils pourront aller loin. Et aujourd'hui, ce n'est pas se lever et créer une entreprise le problème, mais c'est créer une entreprise pour venir régler un problème que soi-même, on a décelé. Donc, si un jeune aujourd'hui veut créer une entreprise, qu'il reste chez lui d'abord, qu'il voit quel est le problème que je veux régler. Qu'il commence par travailler et qu'il aille se faire accélérer dans un incubateur. C'est très important. Okay. Parce qu'en restant chez toi, tu ne pourras pas faire un pitch de 2 minutes, de 3 minutes pour pouvoir convaincre les investisseurs. Donc, histoire d'aller se faire accélérer, de savoir comment gérer la ressource humaine, la comptabilité, les process administratifs. Parce que sans ça, l'entreprise n'est rien. On va finir firewall. Comme l'essence Caillon. Donc, vraiment, c'est le conseil que je à donner aux jeunes. Et d'écouter aussi beaucoup les aînés. Moi, il m'arrive d'éteindre mon téléphone et d'aller voir les grands chefs d'entreprise. Il leur dit, voilà le problème que j'ai. Comment vous avez pu régler en votre temps? Quels sont les conseils que vous avez à me donner? Juste même pour pouvoir écouter les chefs d'entreprise, j'accepte d'aller leur installer gratuitement les FM. Okay. Juste pour les écouter. Et un entrepreneur n'est pas orgueilleux. Un entrepreneur doit avoir le sens de l'humilité. Exactement. Savoir aujourd'hui qu'on ne gère pas une entreprise de façon verticale, mais qu'on gère une entreprise aujourd'hui de façon horizontale. Moi, j'ai visité des entreprises en Europe où ils ont un seul bureau et ils ont un hall. Et vous voyez le patron même venir travailler dans le hall, vous ne savez pas que c'est lui qui est là. Et quand
vous voyez, il voit vraiment que vous voulez lui dire quelque chose vraiment de confidentiel, il vous dit de venir rentrer, que vous rentrez maintenant dans le bureau. Pratiquement, vous restez debout, vous discutez de ça, après il revient personnel dans le travail. Donc, la résilience, le courage, l'abnégation, l'humilité, avoir le sens de beaucoup apprendre. Parce qu'on ne nous a pas appris à créer, à gérer une entreprise à l'université et au secondaire. Et puis, je pense qu'il y a une bonne partie de l'apprentissage qui se fait de façon pratique. Et comme tu as dit, chercher un mentor, chercher une entreprise peut-être auprès de laquelle on arrive à apprendre du système, comment est-ce que les choses se passent, de l'administratif, de la communication et de beaucoup d'autres aspects. Sans l'accompagnement, sans l'incubation, on ne saurait grandir, on ne saurait mûrir l'idée. Et donc, on exhorte tous les jeunes à aller dans ce sens. Parce que aussi, dans l'entreprise, il y a des phases. Hein. Il y a, par exemple, quand votre entreprise doit passer à l'échelle, où on doit mettre de l'argent dedans. Il faut un accompagnement. À passer à l'échelle. Donc, tout ça là, ce n'est que dans un incubateur que vous pouvez l'apprendre. Je ne ferai pas de pub pour dire aller dans tel incubateur ou pas, mais vous devez aller. Les entrepreneurs doivent savoir que quand vous allez quelque part, vous êtes le seul à savoir ce que vous cherchez en allant. Moi, aujourd'hui, quand je dis aux gens ce que j'ai fait Gaza, beaucoup n'acceptent pas. Parce qu'ils se disent, mais c'est là-bas que vous avez appris tout ça. C'est vrai qu'on avait les mêmes professeurs que la FSA, que la FA Paracourt, mais ils avaient vraiment pour obligation de nous donner vraiment du contenu. Parce que c'était dans un privé. Et nous-mêmes, on ne voulait pas gaspiller l'argent de nos parents. Donc, on courait dans tous les sens pour pouvoir vraiment être le meilleur. Et je pense qu'il y a un aspect important, c'est la capacité à l'auto-apprentissage. Ça, peut-être, on l'oublie souvent, parce qu'à l'université ou peu importe l'école internationale où tu iras, on ne va pas tout apprendre. Il faut que tu puisses être en mesure de toi-même aller chercher les informations nécessaires. Merlin, nous avons fait plus d'1 heure de communication. Le temps, ça file très vite. Et c'est un plaisir. Je pense qu'on a abordé beaucoup d'aspects. Il reste tellement qu'on accorderait beaucoup d'épisodes pour décortiquer davantage. Ce sera un plaisir de te recevoir une autre fois, c'est disponible. Le plaisir est et sera partagé. C'est vrai qu'on devait se voir depuis plus de 3 mois qu'on est en train de faire ce programme. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je suis vraiment occupé parce que je partage ma vie entre mon métier de consultant, mon métier de chef d'entreprise, mon métier d'agriculteur, parce que j'ai aussi des fermes. Et quand je fais tout ça... Et la famille. Et la famille. Je suis aussi papa. Oui, justement. Donc après ça, quand on cumule tout ça, c'est vraiment pas facile. C'est pas évident. Mais nous y sommes arrivés. Je te remercie. Ce n'était pas évident. Et voilà. Je voudrais que tu nous dises un mot pour conclure cet entretien. Merci, monsieur. C'est à toi de savoir l'orientation que tu donnes. Un conseil, une exhortation ou une annonce. À toi de nous dire. Aujourd'hui, c'est une exhortation. Je demande aux jeunes, tout le monde ne doit pas devenir chef d'entreprise. Et tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise. Il y a des gens qui vont travailler pour les gens. Il y a d'autres qui vont être chefs d'entreprise. Dans le même temps, l'État ne peut pas employer tout le monde. Donc, commencez par voir où vous êtes, commencez par voir votre côté et savoir qu'est-ce que vous pouvez faire. Prenez des gens comme mentor. Moi, par exemple, même quand bien après mon mentor, je peux dire à tout le monde aujourd'hui, par exemple, que je vois encore des aînés à moi à qui je veux ressembler. Et toujours, je m'approche d'eux. Donc, c'est d'exhorter les jeunes à beaucoup d'abord prier, puisque après tout, c'est Dieu, à savoir quelle est leur vocation ou quelle est leur mission dans la vie. Et en fonction de ça, ils se forgent.
Je n'aurai pas d'annonce à faire, mais Djinoukou mettra ses tentacules tout prochainement dans les pays limitrophes. Oui, parce que c'est tout le meilleur que nous souhaitons à Djinoukou. C'est important qu'on puisse développer des entreprises à connotation régionale. Et si ça part du Bénin pour étendre ces tentacules dans la sous-région, c'est tout le meilleur que nous puissions vous souhaiter à toute l'équipe. Et ce sera un Merci. plaisir de vous voir grandir davantage Merci. et surtout de trouver des solutions pour accrocher des partenaires financiers. Parce qu'en fait, il y a un aspect, les gens disent souvent, ce n'est pas l'argent qui manque. Donc, à nous de savoir comment aller chercher l'argent. Mais par rapport à l'argent, je dis aux jeunes, toute opportunité n'est pas opportunité. N'allez pas prendre tout ce que vous voyez comme argent. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Merlin. Une question Merci. piège. Tu serais prêt à accepter des investisseurs dans le capital de Djinoukou? Oui, Djinoukou n'est pas fermé. Nous voulons même ouvrir notre capital. Mais, comme je l'ai Il faut dit tout à étudier les l'heure, options. toute opportunité n'est pas opportunité. C'est là le flair aussi de l'entrepreneur. Effectivement. Parce qu'en fait, on en a connu qui ont accepté et qui ont regretté plus tard parce qu'il y a eu des tentatives de récupération et des entrepreneurs qui ont finalement perdu leur propre entreprise. Oui, ça Je c'est connais par dommage. exemple un ami en Côte d'Ivoire qui a accepté ça. Le monsieur est resté pendant 3 ans. Le jour où le monsieur s'est retiré, l'entreprise est tombée. Parce que quand il s'est retiré, ils ont revalorisé l'entreprise. L'autre voulait faire le forcing pour acheter tout ce qui était là. Mais quand il est parti, l'entreprise n'avait plus de fonds de roulement. Effectivement. On Donc, vendait l'équipement pour pouvoir finalement les tomber. Donc, toute opportunité n'est pas opportunité. ce sera sur Mais cette soit phrase. ouvrir votre capital, vouloir faire un prêt, faites attention. Toute opportunité n'est pas opportunité. Et tout argent n'est pas argent à prendre. Toute opportunité n'est pas opportunité, c'est revenu plus d'une fois. Et ce sera sur cette phrase que nous allons conclure. Merci Merlin pour ta disponibilité. Merci, Et Hubert. je te souhaite plein de succès encore et au plaisir Merci. de te retrouver Merci. Et merci physiquement. à toute l'équipe de Djinoukou. Surtout. Parce que sans eux, je ne suis pas Mylin. Exactement. Merci. Donc, chers amis, où que vous nous suivez, n'hésitez pas à relayer, à partager, à permettre de faire connaître cette initiative qui permet aux entrepreneurs agricoles de faire écouler leurs produits, des produits de qualité, des produits agricoles qui sont suivis avec des entrepreneurs qui sont certifiés et nous vous souhaitons de consommer les produits locaux surtout. Merci et à très bientôt.